Imaginez Catherine Tramell dans Basic Instinct tomber réellement amoureuse de Michael Douglas. Et vous aurez une toute petite idée de ce qu'est le film. À moins que... Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement de l'année, on ne trouvera pas film plus important en 2022, je vous l'annonce. Oui, vous l'avez reconnu, je viens vous parler de Decision to Live, le nouveau long métrage de Park Chan-wook après 6 longues années d'attente, même s'il avait fait une série télé, mais qui était un petit peu étrange, réussi, mais on va dire dispensable. Là, il revient aux affaires après Mademoiselle, et ça fait plaisir de le revoir en si grande forme. Il a gagné le prix de la mise en scène à Cannes, et franchement, il l'a pas volé, c'est un régal de tous les instants, mais vraiment, une mise en scène pareille, c'est rarissime, quelle esthète, quelle maîtrise, c'est sublime. En plus, c'est pas de la mise en scène tape à l'œil, c'est pas une caméra comme ça, qui va aller dans un décor en synthèse, qui va passer à travers, je sais pas moi, un four à micro-ondes et qui va ressortir par la cheminée. Non, c'est que, entre guillemets, des effets pratiques. C'est juste qu'il l'a pensé, il l'a cogité, il l'a chorégraphié. On va avoir par exemple des transitions entre les séquences à travers le son, à travers juste une lumière qui clignote, à travers un corps qui va se déplacer. Il va mélanger comme ça entre le chant et le contre-chant des temporalités. Il va avancer dans le temps. Il va décaler sa caméra comme ça pour isoler des personnages, pour les mettre plus ou moins en position de domination. Et c'est non-stop. C'est-à-dire que, j'allais dire chaque séquence, mais limite, chaque enchaînement de plans possède comme ça une idée de mise en scène, quelque chose de la narration visuelle qui, en gros, vous amène des éléments de compréhension qui ne peuvent pas être traduits dans le scénario. Oh la vache! Mais vraiment, quoi. C'est son film, à ce niveau-là, le plus subtil, je pense. Alors, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, les films coréens traitent souvent du double. Le jumeau, le double maléfique, etc. Puisque Corée du Nord, Corée du Sud, on a vraiment très très souvent une dualité comme ça dans les films coréens depuis très longtemps. Et là, le film est réellement duel à tous les niveaux, scindé en deux. Le thème du double est partout. Et voilà, il y a des reflets, en veux-tu, en voilà, des choses qui se répètent plusieurs fois, des phrases qu'on réentend, des motifs, qui se multiplient, etc. On va dire que ça fait extrêmement penser à Vertigo, même si Park Chan-wook s'en défend et dit qu'il n'a pas écrit le film en pensant à Vertigo, mais il dit que Vertigo est son film préféré. Donc forcément, moi c'est la même chose. D'ailleurs, vous avez vu, le poster est derrière moi. Je pense que malgré tout, ça se sointe. Et déjà, dans Mademoiselle et dans les autres films, il y avait énormément de motifs hitchcockiens comme ça qui revenaient. Donc peu importe qu'il y ait pensé ou pas, ça transpire le Hitchcock. Il joue avec le spectateur, il se moque de lui un petit peu. Il lui promet quelque chose comme les films de Billy Wilder, les films noirs à l'ancienne, Assurance pour la mort, vous savez, la veuve noire, la femme fatale, à la Basic Instinct, comme ça. Sauf que, finalement, c'est juste un maquillage, et réellement, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour très forte, qui va ressembler, qui va vraiment nous rappeler In the Mood for Love, par exemple, de Wong Kar-wai, chef-d'œuvre absolu. Et du coup, on est vraiment dans une dualité comme ça. On est brinque-ballé de gauche à droite. C'est tout simplement magnifique. Decision to Live gagne également énormément de points au niveau de sa modernité, puisque si d'apparence, il s'inspire d'anciens films, de films noirs, comme je l'ai dit précédemment, finalement, il est écrit de façon extrêmement moderne en utilisant la technologie. Les iPhones, les montres connectées, etc., un traducteur, parce que là, elle est chinoise, elle parle chinois, et donc il traduit en coréen, etc. Tout ça est vraiment, vraiment écrit dans le scénario,
voilà, vous allez voir un fameux chiffre qui s'inscrit sur un téléphone, par exemple, et qui donne accès à une sorte de révélation. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne voit jamais dans le cinéma actuel. Dans le cinéma actuel, on a même l'impression qu'il faudrait couper les téléphones. Et souvent, il y a des petits subterfuges comme ça. Oh non, on capte pas ici, etc. Là, pas du tout. C'est rarissime de voir la technologie au sein d'un polar, d'une intrigue policière, autant utilisée. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et ce que je trouve extrêmement moderne et complètement à contre-courant de ce qui se fait actuellement, et surtout en ce moment, c'est d'avoir fait du héros un homme vertueux, un homme classe, un homme bon, un homme qui a du cœur, un homme qui ne trompe pas sa femme, voilà, un homme qui a des convictions, vraiment un homme moderne, mais plus. Et ça, comme je l'ai dit dans certaines critiques précédentes, ça manque vraiment. Et là, putain, merci, quoi, ça fait plaisir de voir, un homme positif, quoi, merde, quoi, on n'est pas tous des porcs, comme je le disais la dernière fois. Et ça, j'ai particulièrement apprécié. Et finalement, le romantisme de l'histoire, puisque c'est un grand film romantique, et attention, le romantisme, c'est souffrir, donc ça reste sombre, eh bien, va venir du fait qu'il va se briser quelque part, qu'il va se casser en tombant amoureux d'une femme, donc d'une suspecte. Il travaille sur une enquête et il tombe amoureux en gros de la suspecte principale, donc schéma très classique. Et ses convictions vont petit à petit se briser. Peut-être va-t-il se trahir, etc. Là, je spoil un tout petit peu, mais c'est la première partie. Et voilà, et on va assister finalement. Et alors là, ceux qui ne veulent rien savoir sur le film, partez, parce que je vais devoir spoiler un petit peu. Je vais même spoiler. Je vais spoiler. Donc, je vous laisse le temps. Allez-y, arrêtez cette vidéo. Mais allez-y, allez voir le film. Maintenant, vous connaissez mon avis, c'est extraordinaire. Il faut absolument y aller. C'est magnifique à tous les niveaux. Et du coup, on a donc une seconde partie que je trouve magnifique. Donc, on passe de la montagne à la mer. Et finalement, un peu à la Vertigo, on est dans une sorte de seconde partie complètement fantasmée qui va répondre complètement à la première, une sorte de double, mais qui, on se demande si elle n'est pas rêvée, si elle n'est pas fantasmée. Le héros, à la base, il est en fait insomniaque. Il n'arrive pas à dormir. Et elle s'endort tout le temps. Encore une fois, oui, parce que les personnages également sont doubles, mais sont très très différents. Donc c'est une histoire d'amour impossible comme ça. Dans la première partie, il prouve son amour en détruisant la preuve qui peut la compromettre. Et en fait, il finit brisé quelque part. Et dans la deuxième partie, finalement, elle revient vers lui, elle lui redonne le téléphone, et puis elle lui dit, écoute, il faut que tu redeviennes celui que tu étais avant d'être brisé. À partir du moment où tu es parti, je suis tombé amoureux de toi. Donc il y a encore une fois, cette histoire d'amour impossible. Puis elle va s'enterrer dans un trou comme ça, comme les tortues, les fameuses tortues dont il parle. Là, je trouvais ça magnifique, mais c'est pas du tout réaliste, c'est pas du tout crédible. Et puis il y a cette chanson, cette brume, la brume qui revient, etc. Il neige, et puis il revient chez lui. Il se demande, mais il a pas neigé ici. Enfin, il y a tout plein d'éléments qui font qu'on peut vraiment penser qu'il s'imagine, qu'il fantasme, ou même qu'il rêve cette seconde partie. Moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas. Et du coup, l'image finale du film, où il erre comme ça sur la plage, complètement perdu comme ça, on peut très bien s'imaginer finalement que c'est directement son état mental après la fin de la première partie. Puis Tang Wei, on la voit, avec la mer derrière ses oreilles, etc. On est vraiment dans quelque chose de fantasmagorique. Un film qui commence relativement de façon réaliste, et qui glisse vers le rêve, comme ça. C'est également ça qui fait beaucoup penser à Vertigo. Et nous, spectateurs, on est submergés comme ça par ces vagues, justement, pris dans cette brume, cette fameuse brume, et on ne sait plus trop quoi penser. C'est évidemment un film qu'on a envie de revoir, d'analyser sur toutes les coutures. C'est tellement sublime. Un film vraiment qui se moque de vous, qui vous prend et qui vous perd, et qui vous repêche. Et je pense, oui, que c'est le genre de film où à chaque vision, on va repérer un petit élément qu'on n'avait pas vu, etc.
C'est vraiment une merveille, c'est sinueux, mais en même temps, tout s'imbrique à la perfection. J'ai pas parlé des acteurs, je vais en parler un tout petit peu quand même avant de finir. Tong Wei, donc, qui est absolument magnifique, est une actrice que j'adore, qui jouait en fait dans un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Lust Caution de Ang Lee, un film très sulfureux comme ça où elle couche avec l'ennemi pendant la guerre, et elle s'est fait boycotter en fait de Chine. Elle ne peut plus jouer en Chine. C'est pour ça que depuis quelques années, elle joue aux États-Unis avec Michael Mann notamment. Elle a déjà joué en Corée, là elle rejoue en Corée et elle ne peut plus mettre un pied en Chine. Donc ça c'est quand même assez hallucinant. C'est une femme qui a du caractère, hein, qui est militante, qui est exceptionnelle, qui est venimeuse hein, dans la façon dont elle aborde ce personnage. Et dans le rôle du flic, on retrouve Park Ha-il, qui avait joué chez Bong Joon-ho, notamment dans le sublime Memories of Murder, dans The Host, etc., mais qui a tout de même rarement des rôles principaux, aussi conséquents. Et là, c'est énorme ce qu'il propose, tout en subtilité, à la fois de la lumière, à la fois une noirceur incroyable. Il flétrit au fur et à mesure du film. C'est magnifique. Un montagne-mer, il chute de son piédestal. J'ai trouvé ça, mais vraiment incroyable. Et encore, hein, c'est un avis à chaud, hein, c'est pas vraiment une critique. Là, c'est juste, mon cœur. Je vous offre mon cœur. Vraiment, j'ai pleuré de bonheur. C'était incroyable. Donc, tout est parfait. La musique également, symphonique, très belle, très très bien utilisée, pas trop envahissante. C'est magnifique. Courez-y tout de suite. Là, maintenant, vous arrêtez tout à faire cessante. Tout ce que vous faites, là, bim, vous arrêtez et vous allez voir Decision to Live. Alors mon prof disait, il faut toujours revenir au titre, hein, Decision to Live. J'espère que vous ne prendrez pas la décision de sortir de la salle. Hein. Peut-être que si je devais donner un tout petit point négatif, je dirais que la deuxième partie, est peut-être un tout petit peu longue. Peut-être qu'on aurait pu couper quelques petites choses. Mais franchement, c'est peanuts, j'en suis même pas sûr. Hein. C'est peut-être parce que je pensais à l'intrigue en même temps. C'est quasi parfait, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense qu'on tient probablement le film de l'année. Bon, il y a le Del Toro quand même, hein, qui dans mon esprit est toujours en haut. Mais je vais y retourner tout de suite. C'est incroyable. Donc jetez-vous dessus. Et ce sera la fin de cette critique. Hein. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Likez la vidéo si c'est le cas. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!